Bonsoir à toutes et à tous, Julien Bargeton, président de la Cité de l'Architecture et du Patrimoine. Je suis vraiment ravi de vous accueillir aujourd'hui pour cette table ronde qui est en fait rectangulaire, mais c'est un nouveau dispositif que nous testons. Vous pourrez voir les livres en direct, donc sur les nouvelles écritures cartographiques en architecture. Vraiment ravi qu'on puisse échanger autour de livres, c'est très important. Et j'ai souhaité qu'on puisse, à la Cité, avoir l'occasion de présenter des livres en architecture, en urbanisme, en paysage, parce que cette thématique-là, c'est aussi d'ouvrir aussi, au-delà de l'architecture, parfois au sens strict, sur des questions de paysage, d'urbanisme, ce que nous faisons déjà à la Cité, mais je souhaite que nous puissions l'amplifier. Je salue évidemment Océane Ragoussi qui va animer cette table ronde et qui va d'ailleurs présenter les intervenants. Je fais juste un salut amical à Marc Desportes qui sera là encore dans une semaine. Il ne quitte plus la Cité pour rendre un hommage à François Choët. Si vous souhaitez venir, bien sûr, vous êtes les bienvenus, mais je salue l'ensemble des intervenants. Alors, effectivement, la cartographie en architecture, c'est deux disciplines qui peuvent paraître différentes, mais on connaît le lien très fort entre les deux. Dans les deux cas, d'ailleurs, il s'agit d'une histoire de représentation, d'une histoire de dessiner les territoires, et de même que l'on dessine en architecture. Donc ça nous a paru très intéressant pour comprendre la façon dont on construit le monde, de pouvoir éclairer l'une par l'autre et de montrer les liens, bien sûr, qui les unissent. Parce que quand on est en architecture, on ne part pas de zéro. Alors c'est vrai qu'on peut faire un exercice en école d'architecture, de se dire, tiens, j'ai 100 mètres sur 50, j'ai 60 mètres sur 60, qu'est-ce que je peux construire? Hors sol, en réalité, là, ce n'est pas ça. Ici, à la Cité, on a l'école de Chaillot, et à l'école de Chaillot, les étudiants commencent toujours par des cartes. Lorsqu'ils font leur restitution, lorsqu'ils rendent leurs travaux, ils commencent par des cartes géologiques, des coupes, la carte urbaine de la ville dans laquelle ils vont travailler. Premier exercice des étudiants des architectes du patrimoine. Là, ils vont être à Poitiers, ils ont été dans d'autres villes. Ils commencent par des cartes de la ville dans lesquelles ils travaillent. La carte, parfois, de la ville telle qu'elle était sous l'Empire romain, par exemple, si c'est une ville qui a un héritage romain, etc. Et les cartes, tout type de cartes. Donc, c'est évidemment très important. On sait aussi, bien sûr, qu'il y a un lien avec entre savoir et pouvoir. Il y a des analyses bien connues de Michel Foucault sur les cartes. Un autre Michel Houellebecq, celui-là, disait bien sûr que la carte n'est pas le territoire. Donc tout ça, ce sont des questions extrêmement importantes. Et ce qui, moi, m'intéresse dans ce sujet, c'est évidemment la façon dont est-ce que des nouvelles architectures correspondent à une nouvelle cartographie. C'est peut-être une des questions que vous vous poserez, je n'en sais rien, mais je vous laisse évidemment tout à fait libre de vos propos, mais ce qui est intéressant, c'est de voir que les façons nouvelles, peut-être, de spatialiser, les nouvelles cartes qui existent, vous en parlez très bien les uns les autres, les cartes du sensible, les cartes mentales, les cartes des données. Ça enrichit les méthodes de la cartographie, mais de la même manière, ça doit enrichir les méthodes du projet architectural. Et ça, je crois qu'il y a un lien extrêmement fort, et ça peut inspirer, bien sûr, les architectes pour penser différemment le rapport au sol, au flux et aux usages. Et pour cela, ils ont besoin de cartes et de nouvelles cartes qui enrichissent tout simplement l'approche de l'architecture. C'est extrêmement stimulant. C'est quelques bases comme ça que je me permets de poser, mais je ne serai pas plus long parce que vous êtes surtout là pour écouter les intervenants de ce soir. Et donc, comme je le dis souvent, en général, je dis vive l'architecture et vive le patrimoine, puisque je suis ici à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine comme président. Mais là, j'ai envie de dire vive les nouvelles cartographies et vive la nouvelle architecture. Merci beaucoup. Merci à Julien Bargeton de nous accueillir à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine, et merci à toutes et à tous de votre présence nombreuse et de votre engouement pour la cartographie qui fait qu'on est aujourd'hui dans l'auditorium, ce qui est une excellente nouvelle en ces temps troublés parce qu'on est entouré de cartes qui tentent de représenter ou d'influencer nos représentations des espaces, des territoires, mais aussi de donner corps à des situations vécues, à des expériences. Alors ce soir, on va effectuer une traversée de ce qu'on a appelé les nouvelles écritures cartographiques en architecture, au service de l'architecture ou à partir de l'architecture, pour en comprendre les enjeux, les possibilités, mais surtout y porter un regard critique et averti.
Alors, comme le disait le président à l'instant, les architectes, les urbanistes, les paysagistes font usage de la cartographie comme outil de représentation du monde et des projets à différentes échelles. Mais ils et elles s'appuient sur d'autres disciplines, la géographie, la géologie, les sciences humaines et sociales parmi bien d'autres. Et ils et elles manipulent les représentations, les adaptent. Mais ce ne sont pas seulement les professionnels qui s'en emparent. Et on le verra ce soir parce que nombreuses et nombreux sont ceux et celles qui les inventent, les piratent, les détournent. Donc je pense qu'un des sujets ce soir qui nous intéresse, c'est aussi la cartographie comme pouvoir d'agir. Et on va y revenir. Alors quels sont les enjeux des écritures cartographiques en architecture ? Comment la cartographie est-elle un outil de pensée, de transmission, d'action et même de lutte ? Donc voilà le programme vaste qui nous attend. Alors bonsoir à toutes et à tous. Je suis entourée de Marc Desportes, d'Alexandra Arène, de Fabrice Argounès et de Nepti Zouer que je vais vous présenter dans un instant. Je dois vous dire que ça fait des années que je rêve d'animer un cycle autour de l'architecture, de la littérature et des livres. Donc je suis très heureuse d'être ici grâce à Mélanie Meunier et Mathias Tullard qui ont organisé et orchestré cette soirée. Et on est réunis autour d'un dispositif un peu particulier qui ressemble peut-être à un jury de thèse. Ça n'est pas le cas. On est contraint dans l'espace par le dispositif que vous allez voir et qu'on expérimente ce soir pour la première fois, à partir des livres de nos invités que je vais donc vous présenter. On va échanger depuis les livres dans cette configuration grâce à Florian Béranguet qui a construit ce dispositif. Et donc vous verrez les livres à travers les yeux de leurs auteurs et autrices qu'ils et elles manipuleront sur la table. Alors en fin de soirée, la librairie de la Cité vous proposera de les feuilleter vous-même avec vos propres mains, de les acheter si vous le souhaitez et même de les faire signer par nos invités. Et un pot nous attendra à la sortie. J'ai voulu mettre en place ce dispositif parce qu'il me paraît très important de mettre en pensée, de mettre en mouvement la pensée aussi de nos invités présents ce soir, mais parce qu'aussi c'est intéressant, je pense, d'avoir un retour sur les références et les ouvrages qui inspirent et qui nourrissent le travail que vous allez nous présenter ce soir, parce qu'on ne pense jamais seul, et ça, on va le voir. Et cette présentation est possible aussi grâce à la mobilisation de toute l'équipe. Elle est inspirée d'un projet du curateur suisse Moritz Kung, qui, il y a déjà plus de 20 ans, proposait d'inviter des personnalités à présenter une sélection de leur bibliothèque personnelle dans un dispositif technique vivant et low-tech. Là, c'est pas tout à fait low-tech, mais ça va être beaucoup testé, on verra. Et donc, je vous remercie pour ça. Donc, Marc Desportes, bonsoir. Vous êtes polytechnicien, ingénieur des ponts, docteur en urbanisme, et vous travaillez sur les relations entre technique, culture et espace. Vous avez publié un ouvrage de référence en 2005 chez Gallimard qui s'intitule « Paysage en mouvement ». Alexandra Arène, bonsoir. Je vais te tutoyer car nous nous connaissons déjà. Tu es architecte, docteur en architecture de l'Université de Manchester, cofondatrice de SOC, acronyme de Société d'objets cartographiques. On est dans le sujet. Et co-autrice de Terraforma, manuel de cartographie potentielle. Tu es aussi enseignante à l'école d'architecture de Paris-Malaquais, PSL. Fabrice Argounès, bonsoir. Vous êtes géographe, spécialiste à la fois des relations internationales, d'histoire, d'épistémologie des savoirs géographiques et de l'espace, mais aussi de géographie politique. Vous êtes enseignant à l'Université de Rouen et auteur de nombreux ouvrages sur ces questions. Vous avez aussi été co-commissaire d'une grande exposition, que j'ai vue d'ailleurs et que je pense un certain nombre d'entre nous avons vue, au MUCEM l'année dernière, une autre histoire du monde, qui visait à repenser l'histoire du monde en abandonnant la perspective occidentale. Et enfin, Nepti Zouer, vous êtes docteur en études germaniques, historienne, civilisationniste, contre-cartographe. Vous êtes la fondatrice du site internet imagomundi.fr, sur lequel, vaste site internet où on retrouve beaucoup de ressources en cartographie. Vous êtes aussi membre du comité d'orientation de la République des cartes de l'IGN et vous êtes co-autrice d'un livre dont on a aussi beaucoup entendu parler, Cartographie radicale, exploration, dans une coédition Dominique Carré, La Découverte. Il se trouve que vous animez aussi des ateliers de cartographie collective et je pense qu'on va pas mal en parler ce soir. Voilà pour le panorama. Et puis, je vais pour commencer, je vous propose de commencer par vous, Fabrice Argounès.
Je propose que vous nous parliez de votre livre Méridien. Méridien, sous-titré Mesurer, partager et dominer le monde, un livre qui vient d'être publié il y a à peine quelques jours aux éditions du CNRS. Je pense que c'est un livre intéressant pour initier et commencer cette soirée parce que vous proposiez d'inscrire notre rencontre ici ce soir au centre du monde en faisant traverser notre auditorium par un méridien initial. Et je pense que c'est tout un programme qui donne envie d'en savoir plus. Merci beaucoup. Merci d'abord pour votre invitation. Et en plus, j'ai un point intéressant pour introduire cette soirée. C'est que j'ai pratiquement pas de cartes dans mon livre. Donc, vous voyez, par rapport à mes collègues, ça va être un peu particulier. Puisque je vois qu'il y a la caméra qui passe dessus, vous connaissez peut-être la chiromancie. La chiromancie, vous savez, c'est cet art divinatoire de lire. Alors, c'est plutôt ma main, mais c'est gentil, on fera de la com après. Mais c'est cet art divinatoire qui permet de lire, vous savez, le caractère ou le destin des gens dans les lignes de la main. Ben, en fait, le livre représente un peu la même chose. C'est de comprendre le destin de l'humanité et le caractère des puissances dans une sorte de chiromancie globale, si vous me permettez l'expression, c'est-à-dire à travers les lignes qui traversent la planète. Et donc, effectivement, l'idée générale, elle est très simple, et vous le savez aussi, nous avons une référence globale des longitudes qui est le méridien de Greenwich, ce que je crois à peu près tout le monde repère ici. Et ce choix, c'est quelque chose de tout simple, ce choix est tout à fait arbitraire. C'est-à-dire que autant l'équateur, si vous faites une définition pour des élèves en primaire ou au collège, c'est une ligne qui est de pôle, grosso modo, c'est à mi-chemin entre le pôle nord et le pôle sud sur l'ensemble du globe. Pour les méridiens, pour les longitudes, c'est un choix qui n'est pas naturel, entre guillemets, par rapport à la planète. Et donc, pour que le méridien de Greenwich se soit imposé, il s'est passé quelque chose, et évidemment, c'est lié à une grande conférence internationale en 1884, et qui n'est pas basée sur la science britannique, même si, évidemment, l'observatoire de Greenwich était très dynamique et était une référence à l'époque, mais c'est parce que l'Angleterre, et le Royaume-Uni, est le premier empire mondial, la première économie mondiale, et surtout avec la Royal Navy, la première puissance mondiale, évidemment que s'est imposé le méridien de Greenwich. Et donc, l'idée du livre, c'est de comprendre que partout dans le monde, depuis, on parlait de l'Angleterre, mais le méridien de Paris, vous avez peut-être vu, vous savez, à Paris, il y a les petits médaillons Arago qui traversent la ville. Il y a des méridiens très fameux à Kyoto, le méridien de Pékin, le méridien d'Ujjain en Inde, etc. Je ne vais pas vous faire la longue liste, parce que justement, il y en a des dizaines. Et en fait, l'histoire des méridiens, c'est plutôt une histoire de centralité, et de centralité en concurrence et de centralité alternative. Je m'explique de manière la plus simple possible. C'est-à-dire que partout dans le monde, on s'est servi de méridiens de référence pour observer les étoiles, pour naviguer en mer et surtout pour dessiner le monde à travers la cartographie, à travers des cartes. Et donc, l'enjeu de ce livre, c'est de raconter que derrière cette histoire extrêmement, comme une histoire des sciences, c'est peut-être la plus grande aventure de l'humanité savante, puisque ça fait 2500 ans qu'il y a des hommes, un peu moins de femmes, mais des hommes qui traversent le monde pour le mesurer. Et bien que cette histoire, elle est aussi celle de l'invention de notre rationalité cartographique, puisque c'est à partir de méridiens qu'on a fait de la triangulation et qu'on a les ancêtres de nos cartes contemporaines. Et derrière ce mythe de la rationalité cartographique, c'est surtout des lignes qui ont imposé des pouvoirs. En France, sous l'Ancien Régime, vous connaissez peut-être la famille Cassini, 4 grandes générations de Cassini, qui sont à la base de la carte, évidemment, du XVIIIe siècle. Eh bien, elles ont accompagné le développement de l'État monarchique, puis elles ont la méridienne de Paris a accompagné aussi les rêves révolutionnaires. Et l'exemple le plus connu, c'est celui-ci, que si vous êtes jeune ou moins jeune architecte, j'en vois au fond, vous avez sûrement utilisé le système métrique. Et le système métrique, évidemment, vous le savez sûrement, il est lié au méridien de Paris. Je vous lis un petit passage, je me permets, je ne vais pas le faire à chaque fois, mais je ne sais pas si la caméra, mais ce n'est pas grave, je vais le lire ici. Mais il y a un commentaire en 1875 sur la symbolique des méridiens et qui raconte, je vous lis, « Cette unité de longueur représente la 10 millionième partie de la distance du pôle à l'équateur. Pour la pratique journalière, toute la beauté du système métrique réside dans son caractère décimal.
Les rapports qui lient entre elles les unités de longueur, de surface et de poids ont un intérêt considérable pour la science et les arts mécaniques et ne sont pas sans importance pour la pratique du commerce. Quant à l'origine géodésique, donc de la mesure de la Terre, du système métrique, elle est absolument sans intérêt pour le commerce, pour l'industrie et même pour la science. Les inventeurs du système métrique le savaient bien, et ce n'est pas de leur pensée que s'inspirait le naïf orateur du corps législatif qui écrit en 1799, et là j'aime beaucoup la citation, « Il y a quelque plaisir pour un père de famille à pouvoir se dire « Le champ qui fait subsister mes enfants est une telle portion du globe, liée au système métrique, je suis dans cette proportion copropriétaire du monde. » Et donc, à travers cet imaginaire-là des méridiens, on a évidemment des bases extrêmement présentes. Et le système métrique, qui, hormis aux États-Unis, c'est à peu près, s'est imposé dans le monde entier, est aussi une quête de l'universel. C'est la même chose pour, évidemment, le méridien de Greenwich. Et derrière cette quête de l'universel, je parlais des enjeux politiques, le livre raconte, puisque c'est de là que je pars avec les approches non extra-occidentales, c'est évidemment aussi, on est au cœur de l'impérialisme et de la colonisation. La fabrique du monde moderne, on a cartographié, on a d'abord exploré, puis cartographié, puis les Européens se sont appropriés les territoires et de nombreuses cicatrices existent. Vous les connaissez sûrement. Ce sont toutes les lignes droites, soit des lignes verticales ou horizontales liées aux longitudes et latitudes, qui aujourd'hui sont des frontières de très nombreux pays, principalement sur le continent australien, en Afrique et en Amérique. Vous connaissez peut-être l'État du Colorado, je vous invite j'aurais pu mettre une carte, je suis confus. L'État du Colorado, c'est un square state, c'est un État complètement rectangulaire et qui est lié à ce partage de l'Ouest américain sans tenir compte, évidemment, des natifs, c'est-à-dire des populations autochtones habitant là auparavant. Et donc, à travers l'histoire des méridiens, depuis le traité de Tordesillas, si vous connaissez, vous savez, qui partage le monde entre Espagne et Portugal, en 1494, ce qu'on a un auteur du 19e appelé la première alliance cosmographique, eh bien, on a l'imaginaire du partage du monde. Et il se trouve que les méridiens vont servir environ du 15e au 20e siècle, jusqu'à l'Antarctique. Vous connaissez, vous savez, le camembert, où les revendications se rejoignent au pôle Sud. Ben, en fait, c'est une histoire, je répète, c'est une histoire de mesure. C'est une histoire de partage et c'est finalement une histoire de domination, comme l'évoque. Et je finis avec la citation que j'ai mis, peut-être pas là. Et on voit une représentation de ce que vous venez de dire dans le livre, si vous voulez, en page 208. C'est une des cartes que j'aime le moins de mon livre, mais je la montre quand même, parce qu'il y avait le problème de droit. Mais donc, c'est cette représentation-là, vous la connaissez. Hein. En fait, ce sont des méridiens qui sont au pôle Sud, évidemment. Mais je cite simplement un auteur, un géographe français de la Société de géographie en 1844. La reconnaissance de cette base uniforme d'un seul méridien est peut-être d'autant plus difficile à faire agréer par les savants de tous les pays qu'elle est souvent contrariée par l'esprit de nationalité et qu'elle peut aussi l'être quelquefois par des sentiments personnels. Chaque lieu, chaque homme a son méridien, si l'on avance d'Occident en Orient. Et comme on est généralement disposé à rapporter tout à son pays et surtout à soi, on est porté à choisir pour point de départ la place que l'on occupe dans l'univers. Il résume finalement 2500 ans d'histoire et de ses enjeux, et on en reparlera avec les ouvrages, mais c'est aussi un enjeu de fabrique de nations et de cités qui se présentent au centre du monde et qui imposent leur regard, et notamment notre regard sur la cartographie, et là on va rejoindre évidemment des problématiques dans d'autres ouvrages, c'est-à-dire c'est la carte dans les écoles que vous connaissez, centrée sur l'Europe, avec le méridien Greenwich, et l'ensemble du travail des cartographes qui sont basés sur les méridiens ont aussi été de fabriquer des territoires et de fabriquer des centralités, des cités omphalos, c'est-à-dire des cités nombriles du monde, jusqu'à des pays qui se présentent comme des puissances globales. Voilà, je ne sais pas si j'ai respecté le temps. Et vous facilitez en plus toutes les transitions avec vos collègues, puisque à mes côtés, Marc Desportes, vous venez de publier Pixel Paysage, sous-titré L'expérience spatiale à l'ère numérique. Et vous avez voulu identifier dans le livre les dispositifs, des systèmes, et à partir d'eux, observer l'expérience de chacun et chacune dans leur composition spatiale. Et vous dites que c'est une expérience qui est à la fois psychologique, culturelle, esthétique. Et donc, c'est ce qui fait un peu l'originalité de votre approche. Vous vous proposez d'explorer la condition spatiale de l'humain d'aujourd'hui. Et donc, j'aimerais convoquer ici un autre ouvrage
pour un peu ouvrir déjà vers un ailleurs, je voudrais vous lire et vous faire voir un petit extrait d'un livre assez génial de Stéphanie Solinas, Lettres plus, sous-titré Itinéraire pour devenir soi-même. Stéphanie Solinas, qui est une artiste, publié au Seuil, un livre sur la quête de l'immortalité et le rapport au temps. Et dans ce livre, il y a pas mal d'extraits à la fois de son enquête et d'autres extraits de livres, et je vais vous en lire un, qui est un texte de James Bridle, publié dans Le 1, l'hebdomadaire. La mort par GPS est un terme inventé par les gardes forestiers aux États-Unis pour désigner le nombre croissant de décès causés par des personnes qui conduisent leur voiture dans des zones incroyablement inhospitalières comme la vallée de la mort ou d'autres déserts, et même dans certains cas jusque dans des lacs et des rivières, parce que c'est essentiellement ce que l'ordinateur leur dit de faire et parce qu'ils préfèrent se fier aux indications d'une machine plutôt qu'à leur propre sens. Il est important de souligner que ces utilisateurs ne sont pas stupides. Il existe un phénomène étonnant appelé biais d'automatisation. Le cerveau préfère faire confiance à la technologie plutôt que d'opter pour l'option la plus crédible et la plus sûre. Nous sommes tous soumis à ce biais d'automatisation en permanence. Il me paraissait que c'était une bonne introduction à votre travail, à cette idée de construire les cartes à partir de notre expérience et de la manière dont on se situe finalement. Oui, c'est une très bonne introduction. En effet, j'aborderai peut-être un peu plus tard le système GPS, mais juste quelques mots pour dire la portée générale de mon bouquin. J'ai essayé donc de regarder l'incidence des dispositifs numériques sur notre expérience spatiale. Alors, l'expérience spatiale, je la définis rapidement en introduction de façon un peu théorique, mais je voudrais juste montrer 2 photos pour dire que c'est avec la même curiosité que j'ai considéré le piéton marchant et téléphonant dans la ville qu'un spéléologue, par exemple, avançant par étirement dans un boyau rocheux sur un repère spatio-temporel, c'est-à-dire donc la même curiosité et la même absence d'a priori. Donc le premier dispositif spatial que je regarde, c'est le fait de marcher guidé dans la ville, guidé par son portable, donc avec cette carte qu'on voit là, qui est bien connue, et qui en fait va modeler une expérience urbaine tout à fait originale. J'en retiendrai que deux caractères là aujourd'hui. Le premier caractère, c'est une différence par rapport au plan traditionnel. Dans un plan traditionnel, vous devez vous situer, orienter le plan et contrôler au fur et à mesure le parcours en vous confrontant au cadre. En fait, avec cette carte d'aide à la navigation piétonne, vous pouvez faire tout autrement. Vous pouvez vous élancer et regarder si la boule bleue suit le parcours et si elle ne le suit pas, corriger votre parcours. Donc, il y a une sorte d'inversion qui s'opère. Ce qui compte, c'est la cartographie, non pas le cadre réel. Et il y a un nouveau système, une nouvelle mode de lecture de la carte et de l'urbain qui s'opère. Ce n'est plus la lecture de la carte n'est plus l'adéquation du cadre et de la carte par un sujet. En fait, il y a un quadrilatère qui s'opère. Il y a le sujet qui est présent au cadre, la boule bleue qui est présent à la carte, le cadre qui correspond à la carte et le sujet qui correspond à la boule bleue. Donc c'est une toute autre dynamique. Et le deuxième trait que je voudrais souligner dans l'expérience de la navigation pédestre guidée par le GPS, c'est le fait suivant, c'est parfois on voit des gens dans la rue qui sont bloqués, leur carte à la main, qui ne savent pas où diriger leurs premiers pas. Et en fait, c'est l'échec patent du système de guidage puisque la personne est complètement immobilisée. Alors, est-ce qu'on va résumer la situation en disant que la personne ne peut pas lire la carte ? Je ne pense pas, puisqu'en fait, cette donnée essentielle, c'est qu'elle est située topographiquement. Donc, elle est située topographiquement, mais elle est démunie de tout indice pour orienter ses pas. Et il y a une sorte de divorce, je pense, entre le fait d'être épinglé par le système GPS et d'être privé de tous les liens intentionnels qui nous unissent au cadre. Donc, je reviendrai à la fin sur ce divorce entre le fait d'être épinglé sur une carte et le fait d'être privé de ses repères spatio-temporels.
Le deuxième dispositif que j'étudie, c'est le véhicule autonome. Alors, dans le véhicule autonome, il y a cette technologie, ce bijou de technologie, d'informatique et d'intelligence artificielle repose beaucoup sur la cartographie, sur des cartographies haute définition, comme il y a là, et puis une cartographie dynamique que le véhicule qui est mobile, qui est centré autour du véhicule, et que le véhicule crée à partir des informations recueillies par les radars, les lidars et tous les senseurs dont il est muni. Donc, à partir le véhicule crée une carte dynamique qui va l'aider à se diriger, et le véhicule aussi identifie les objets qui sont dans son entourage et crée un modèle 3D. C'est à partir de là qu'il se dirige. Donc, c'est pour dire l'importance de la cartographie dans le véhicule autonome. Et la question que je me suis posée, moi, c'est suite à mes précédentes préoccupations, c'est que verra le voyageur depuis un véhicule autonome? Alors, la réponse de tout le monde, c'est il ne verra rien puisqu'il aura le nez plongé dans les écrans. Et là, on a vu une vue de prospectiviste où on voit des voyageurs de véhicules autonomes qui sont à la fois vautrés, attachés et condamnés à regarder leur écran. Donc les gens disent non, les gens regarderont leur écran. Mais il y a une question subsidiaire, c'est qu'est-ce qui se passera quand on lèvera le nez de l'écran, quand on essayera de reprendre contact avec le cadre concret, réel de la ville. Donc j'ai imaginé plusieurs scénarios critiques, mais un scénario critique du réveil d'un passager. Donc un passager se réveille d'un somme et se demande où il est, combien de temps reste-t-il de trajet. Et j'ai imaginé que les réponses qu'il avait à travers le tableau de bord et la cartographie ne le satisfaisaient pas. Ne le satisfaisaient pas, peut-être parce qu'il avait du mal à faire le lien entre ce qui lui représentait et ce qu'il voyait. Donc, devant ce premier échec, son réveil se passe mal, un petit peu comme Elpénor, un compagnon d'Ulysse qui se blesse à ses premiers pas et que Paul Virilio commente largement dans ses écrits. Donc, le réveil se passe mal. Après ce premier échec, le passager essaye de reconnaître des lieux et là aussi, il échoue. Et après ce deuxième échec, il essaye de recueillir des indices, non plus reconnaître, mais connaître. Et là aussi, on peut penser qu'il échoue. Et dans cette suite d'échecs vécus dans une espèce d'anxiété croissante, finalement, ce qu'il trouve le mieux à faire, c'est de se réfugier dans l'écran du véhicule, là où tout est représenté, et de s'y plonger, et surtout de ne pas faire le lien avec la réalité, de ne pas chercher à établir un lien entre ce qu'il voit à l'écran et ce qu'il voit dehors. Et il se plonge dans cette vision qui est un peu vidéoludique, qui ressemble à un jeu vidéo. Et c'est ça, je pense, qui constitue le véritable paysage du véhicule autonome. J'imagine d'autres scénarios aussi critiques, mais c'est plus long. Le troisième chapitre est consacré au dispositif de réalité virtuelle pour l'expérience de l'architecture. Là, je ne rentrerai pas là-dedans parce que ça a moins à voir avec la cartographie, mais c'est toute l'analyse qui permet de comprendre quelle est la nature de l'expérience virtuelle simulée et en regard avec l'expérience concrète d'un lieu. Donc on pourrait y revenir, mais je crois que je dépasserai le temps si je l'ai commenté. Le dernier chapitre est sur la cartographie. Donc je commente les différents systèmes d'information géographique, les questions d'échelle, les questions d'échelle, les questions de classification, les questions de légende, etc. Et je m'intéresse en particulier au fait que tous ces systèmes d'information géographique et de nouvelles cartographies sont nourris par les informations données par les satellites, par la télédétection. Il y a une espèce de mariage entre la cartographie numérique et la télédétection. Et je voudrais commenter le point du GPS. Voilà.
Donc, parmi les satellites d'observation et utilisés pour la géographie, il y a le GPS, le système Global Positioning System, qui est créé dans les années 70 par l'armée américaine pour guider ses missiles. Le signal est ouvert aux usages civils peu à peu à partir de 80-2000, ce qui explique qu'on puisse en profiter dans nos systèmes. Et dans ce système-là, le point est repéré par 3 amers, 3 satellites qui servent d'amers, et on peut le comparer à la façon dont on utilise les amers, que les marins utilisent les amers, ou même aux repères géodésiques qui sont créés en France à partir tout au long du 19e siècle, depuis la fin du 17e siècle, les premières missions géodésiques. Et ce que je voudrais opposer, c'est le repère géodésique terrestre implanté sur le territoire et le repère satellitaire. Le repère géodésique terrestre est lié à une opération d'arpentage. Donc, son origine, c'est le 17e. C'est une opération d'arpentage. Donc, c'est une opération qui est liée au cheminement et donc à la Terre-sol, la Terre qui nous sert de sol pour citer Husserl, tandis que les repères satellitaires sont liés à la Terre corps céleste, la Terre comme corps céleste qui participe à une mécanique céleste des corps. Et donc, ces repères-là nous épinglent sur la surface de la Terre comme un petit point. Et les deux approches ne sont finalement pas compatibles. La Terre-Sol et la Terre-Corps céleste ne conduisent pas aux mêmes expériences. Et le GPS, justement, nous épingle sur le géoïde de la Terre et nous réduit à une sorte de point. Et il nous coupe finalement de tous nos liens intentionnels, de tous nos parcours, de toutes nos trajectoires. Et c'est ce qui explique que je pense que le piéton initial dont on a parlé au début peut parfois se trouver complètement bloqué. Il a sa situation géodésique précise au millimètre près et néanmoins il ne peut pas enchaîner, il ne peut pas faire le premier pas. Voilà. Et vous distinguez aussi dans le livre le fait de se situer, la situation que l'on a dans un espace et le fait de s'orienter, c'est ce que vous disiez à l'instant. Et vous remarquiez aussi que la situation dans l'espace avait beaucoup moins mobilisé les penseurs et les chercheurs que l'orientation. Oui. Heureusement pour nous, on a une de ces penseuses et chercheuses aussi à la table qui a travaillé quand même aussi sur ces questions, mais plutôt très récemment sur cette question de situation dans l'espace et de sol, et notamment à partir du GPS. Aujourd'hui, on est là ce soir pour parler de Gaiagraphie, un ouvrage publié chez B42 il y a à peine quelques semaines, et c'est un livre tiré de ta thèse de doctorat qui considère les zones critiques comme un nouveau paradigme. Mais c'est un livre qui est une sorte de suite d'un ouvrage que nombreux d'entre vous avaient dû déjà feuilleter, consulter ou lire, qui a été publié, réimprimé, traduit, qui s'appelle Terraforma, manuel de cartographie potentielle. Finalement, cette question qu'on vient d'aborder, le fait d'être épinglé sur la carte, comment en êtes-vous venu à travailler à partir de nouveaux points de repère? Bonsoir, merci. Oui, donc j'ai apporté aussi donc Terraforma pour parler de Gaiagraphie, parce que finalement Terraforma ouvrait un peu un champ de recherche pour nous trois, puisque c'est un livre qui avait été écrit avec Frédéric Aïtouati et Axel Grégoire, où il s'agissait en fait d'essayer de se resituer sur Terre, finalement, en inventant de nouveaux référentiels cartographiques. Donc, évidemment, on en a pris quelques-uns, on en a inventé quelques-uns, il y en aurait plein d'autres à mettre en place. Mais voilà, c'était un peu l'idée de pouvoir, par exemple, se resituer sur le sol, voir des choses qui n'étaient pas visibles
de point de vue cartographique quand on regarde la surface voilà, de la Terre. Donc on a un petit peu hijacké les méridiens, on va dire, pour essayer de tracer d'autres lignes, de tracer par exemple le mouvement des êtres vivants, ou bien se recentrer non pas sur un point GPS, mais positionner le sol et finalement et toute la Terre en dessous de la zone critique dans la carte. La zone critique, c'est pas Alors forcément un voilà, terme oui, que... je vais en parler. Voilà. Donc, Gaïagraphie finalement travaille à partir de ce modèle qui consistait à inverser les référentiels et à positionner de l'atmosphère au milieu. Et puis, plus on va vers la périphérie de la carte, plus on va dans les profondeurs de la Terre. Donc, on a un système de coupe, pour ceux qui connaissent en architecture, associé à une cartographie. Et donc, Gaïagraphie continue ce travail. Donc, on voit par exemple ici, sauf que c'est un travail plutôt d'enquête de terrain dans des observatoires de la zone critique, donc dans des situations, des lieux précis, puisque une des hypothèses de Terraforma, c'était de pouvoir, avec ce manuel, partir sur un terrain et puis cartographier ce terrain avec les thèmes qui étaient essentiels en fonction des terrains. Donc, c'est un peu un test de cette méthode Terraforma, la gaïgraphie. Et donc, qu'est-ce que c'est donc cette zone critique, finalement? Donc, c'est un terme qui a été initié par un groupe de scientifiques des géosciences et qui vise à équiper des dans des paysages en fait de capteurs environnementaux pour essayer de comprendre les perturbations de l'environnement. Donc ça peut être des forêts, ça peut être des zones côtières, des zones humides, voilà, des montagnes. Et donc je me suis immergée un petit peu dans ces sciences avec l'idée finalement que ça nous permettait de redécouvrir le paysage autrement, des entités de nature, l'eau, la terre et l'air qu'on croyait connaître et qu'en fait on connaît assez peu quand on regarde un peu microscopiquement qu'est-ce que ça veut dire. Donc la zone critique, encore une fois, donc, on peut zoomer peut-être dedans. Vous remarquerez le mouvement de zoom du doigt sur la page du livre, c'est quand même assez beau. C'est le paysage, on est dedans. Donc voilà, en gros, donc ça comprend, c'est à la surface de la Terre, mais ça va des roches jusqu'à la canopée, et c'est critique pour la vie parce que c'est là où le sol va se créer par la roche qui s'altère, par l'eau qui va descendre. Il y a tout un tas de phénomènes géochimiques en fait qui se passent et aussi biologiques. Donc l'idée, c'était aussi de qu'est-ce que ça veut dire finalement de faire des cartographies non plus géographiques mais géochimiques, puisque tout ce que les sciences essayent de comprendre, c'est comment on perturbe ces cycles géochimiques. Sachant que c'était une des 9 limites planétaires qu'on vient de franchir. Donc voilà, donc l'idée de ce livre, à la suite de Terraforma, c'était aussi de recréer un référentiel cartographie pour pouvoir cartographier des cycles géochimiques en lien avec la terre, l'eau ou les airs. Donc, ou l'air. Je vous montre peut-être ce qu'on appelait un ABAC, donc c'est-à-dire un outil, donc non pas de mesure, mais un outil pour tracer ces cycles. J'aurais dû mettre des post-it comme mes collègues. Non, je sais où il est, grâce à mes pages de couleurs. Peut-être on en parlera. Donc voilà, donc l'idée, c'est toujours encore d'avoir l'atmosphère au centre, et plus on va vers la périphérie, plus on va vers les roches. Et ensuite, on va assigner, bon, c'est petit encore une fois, on va assigner des temps de parcours de phénomènes au cadran. Donc, par exemple, un cadran va correspondre à un phénomène qui se passe d'1 minute à 1 jour. Et plus on va vers un grand nombre de cadrans quand on va tracer le cycle, peut-être que je vais en montrer un ensuite, plus ça va prendre de temps. Par exemple, 11 cadrans, donc 11 quarts, ça va être un phénomène, une partie de cycle qui va mettre 220 000 ans à se produire. Donc, je montre peut-être un exemple plus concret avec mon post-it cette fois sur le cycle du carbone.
Par exemple, ici, on va cartographier du coup le trajet finalement du carbone dans la zone critique, donc la photosynthèse et la respiration. Donc ça, c'est ce petit mouvement là qui est créé par la végétation. Donc on est dans ce secteur végétation. Et ensuite, donc il y a un tas de processus. Le carbone, il va aller dans le sol et puis il va revenir à des moments. Donc bon, je vous passe un peu la décomposition. Et juste peut-être pour parler plutôt de ce que les activités humaines vont faire à ce cycle. Donc, vous voyez, en fait, ici, c'est cette ligne ici, la 7, c'est la combustion des matières fossiles et la fabrication du ciment. Donc, c'est comme si les humains respiraient donc les roches enfouies profondes de la Terre et le ramenaient très vite dans l'atmosphère. Et donc, il y a un problème de bouclage, de désynchronisation finalement de nos activités avec ce cycle géochimique. Et dans le livre, c'est aussi donc décortiquer un peu tout ça, et puis cartographier aussi un des observatoires de la zone critique un peu plus en détail. Donc ça faisait partie de travail d'enquête aussi, de suivre ces scientifiques sur le terrain, parce qu'en fait, ils nous apprennent un tas de choses. Je pensais connaître des choses en ayant travaillé dans une agence de paysage notamment, mais en fait, on apprend plus de choses notamment sur le terrain. Donc sont décrits les instruments en bleu qui sont positionnés sur cet observatoire, et donc on apprend que l'eau a des âges, qu'elle a des chemins préférentiels, il peut y avoir de l'eau fossilisée, donc il va durer 1000 ans sous la terre, que des particules atmosphériques vont traverser le globe en très très peu de temps. Et pourtant, on a du mal à tracer toutes ces choses, en fait, qu'on croit connaître, mais en fait, c'est très difficile. Et je pense qu'aussi, à l'heure où on parle beaucoup des sciences et des faits, c'est important aussi de rétablir peut-être aussi l'importance de pouvoir peut-être se plonger dans ces travaux scientifiques. Je ne sais pas si je suis trop longue, mais... C'est absolument parfait. Et ce que j'ai trouvé aussi très intéressant dans ce livre, qui n'est pas considéré juste comme un manuel, mais c'est qu'il y a à la fois un lien entre théorie et méthodologie, puisque donc les pages de couleur du livre sont à la fois des encarts méthodologiques et des encarts théoriques, qui permettent aussi de commencer à mettre les mains dans la production de cartes, qui avait été l'objet de ce premier livre Terraforma. Alors Nepti Zouar, vous êtes ici ce soir pour nous parler de votre dernier livre publié chez Dominique Carré à la Découverte l'année dernière, et qui s'intitule « Pour un spatioféminisme de l'espace à la carte ». Et c'est un livre très intéressant dans la mesure où vous racontez aussi beaucoup votre expérience du terrain dans la production et l'animation d'ateliers de cartographie participative. Donc vous êtes à la fois théoricienne, vous apportez un savoir, mais vous transmettez beaucoup ce que vous connaissez à des groupes tout à fait différents. Oui, on peut le présenter comme ça. Alors, pour faire la transition avec Alexandra Arène, j'ai animé un atelier de cartographie collective à partir du modèle Sol 1. C'était après une exploration d'une forêt un peu oubliée en Alsace, et le résultat a été extraordinaire. C'est-à-dire, vous inversez, la canopée est au milieu, le sol, le parcours est en périphérie. C'était plutôt une carte sensible. Il y avait des artistes, notamment Léo Salès, dans la salle, et les ateliers de cartographie s'en ressentent. Voilà, et ça fonctionne. Donc, j'anime des ateliers. J'ai dû en animer une 60aine à ce jour. Moi, je suis plutôt historienne. Et la technique nous rappelle à l'ordre. Voilà. C'est chercher du Picasso. Alors, spatioféminisme, c'est un terme que je lance peut-être dans l'autre sens, comme ça. Voilà, nous avons trouvé. Que j'ai lancé en écrivant ce livre. Pourquoi ? Parce qu'à force de travailler sur la contre-cartographie, donc forcément sur l'histoire de la cartographie et l'épistémologie de la cartographie, je me suis rendu compte de deux choses.
La première, c'est que la contre-cartographie mobilisait les épistémologies féministes sans le savoir, à son corps défendant apparemment. C'est-à-dire que les approches critiques féministes se retrouvent toutes dans l'approche contre-cartographique, que ce soit celle du regard situé de Donna Haraway, de l'objectivité forte de personnes comme Sandra Harding, etc. Donc on posait la question, les féministes depuis les années 70 posent la question de la façon dont nous construisons la connaissance, cette connaissance que nous voulons objective, la plus objective possible, en nous voilant la face, c'est-à-dire en étant incapable de prouver l'objectivité de nos productions. Alors moi, je vais vous montrer quelques images, mais mes livres sont toujours pleins d'images. C'est très difficile de sélectionner celle qui sera le plus parlante. Une citation d'abord. Quelqu'un que vous connaissez forcément, que moi j'ai découvert par mon papa, qui était non pas architecte, mais ingénieur du génie civil, et qui ne jurait que par le béton et par Le Corbusier. Cette citation, je l'ai trouvée sur la Maison Corbusier à Berlin. « Dans ce village vertical de 2000 habitants, on ne voit pas son voisin, on n'entend pas son voisin, on est une famille placée dans des conditions de nature. » Il me semble que ça résume assez bien l'approche de l'architecture fonctionnelle. Être dans les conditions de nature, c'est être seul, c'est vivre seul dans sa famille nucléaire, consacrer sa vie à son activité. Et les autres textes de la Charte d'Athènes, bien sûr, nous rappellent que l'homme idéal, l'homme universel, c'est un mâle. Par le modulo, il mesure 1,83 m aussi. C'est le père de famille qui va vaquer à son travail pendant que madame est à la maison. Bien sûr, c'est très marqué 30 glorieuses. Et c'est quelque chose qui perdure. L'architecture fonctionnelle, je pense qu'aujourd'hui, on en a fait le tour et on connaît ses écueils et ses qualités. C'est pour moi, en tant que contre-cartographe, me pencher sur ces questions-là, sur la façon dont est construit l'espace. C'est une façon d'apprendre à le lire et à lire dans cet espace les rapports de domination, les rapports de genre que nous voulons, que trop rapidement nous ignorons. Ça, c'était la deuxième motivation pour moi, et je l'ai croisée avec la première pour écrire ce livre et proposer le terme de spatioféminisme. Alors, j'ai mes petits post-it aussi. Bien sûr, tout le monde connaît Lefebvre, l'espace conçu, l'espace perçu. Je me rapprocherai. Henri Lefebvre, pardon. Et peut-être aussi Armand Frémont, l'espace vécu. L'espace conçu, ici vous avez un exemple, c'est un plan Davis de 1981 d'Afrique du Sud, d'une ville ségrégée. Alors, je ne sais pas si on arrive à zoomer plus précisément ou non. Oui, parfait. C'est merveilleux. Vous avez donc une modélisation de la ville idéale qui serait ségrégée par race, entre guillemets, bien sûr. Vous avez les Blancs, W, les Africains, A, c'est en anglais, les colorés, C, et les Indiens, I. Voilà, donc chaque secteur est attribué à une race, entre guillemets, avec des représentants, surtout dans les quartiers blancs, ici en haut, une zone industrielle qui sépare bien les Bantoustans des non-blancs, pour bien sûr éviter toute concertation. Voilà, l'espace conçu, ça peut être ça. Et ça repose sur quoi ? Sur quelque chose qui s'est imposé, c'est-à-dire une vision de la connaissance qui a été construite par le monde occidental, et non et bien sûr, qui a servi à la colonisation du reste. Cette vision du monde que dénoncent d'ailleurs les féministes, c'est quelque chose qui se réfère à la masculinité abstraite. Ce qui est mâle est considéré comme neutre et universel, mâle, il faut allonger la voyelle, comme neutre et universel, absolu,
rationnel et va s'opposer, du fait de la valence des sexes, à ce qui est féminin, qui sera de l'ordre de la subjectivité, de la corporéité, de l'irrationnel. Et ça continue de formater nos façons de concevoir les villes et de concevoir l'espace en général. Alors, cette valence différentielle des sexes, elle s'appuie sur un dispositif. Le dispositif, c'est bien sûr celui de la violence. Et sous violence, il faut comprendre, bien sûr, ce continuum de la violence qu'a défini Liz Kelly. Ça va de la remarque sexiste au féminicide, bien sûr, mais c'est aussi un dispositif économique. C'est un dispositif cognitif et économique qui est à l'œuvre. Et mon deuxième exemple, c'est le numéro 2, donc c'est ici. Justement, pour en rester dans le champ de l'architecture, que j'aborde largement dans le livre, et de l'urbanisme, mais pas que, la question de la sécurité. On a, comme ça, ici, on a fait croire aux femmes que l'espace urbain, c'était l'espace de l'insécurité. Et c'est un discours qui remonte aux années 50 et qu'on peut très directement rapprocher à l'architecture fonctionnelle, qui à un moment a déshumanisé les centres-villes, parce qu'une ville construite historiquement, elle a ce que Jane Jacobs appelait le regard, les yeux des propriétaires légitimes de la ville, c'est-à-dire les personnes qui y vivent et qui ne font pas qu'y vivre, qui y travaillent, qui s'y déplacent. Et il y a une coprésence de différentes personnes occupées à différentes activités qui, elles, vont garantir une sécurité naturelle de l'espace urbain. Et bien, tout ça, ça disparaît dans l'architecture fonctionnelle, tout simplement parce qu'on fonctionne en zone pour le travail, pour l'activité professionnelle, pour les loisirs, pour l'habitat. Et tout ça, c'est connecté par des voies. Et ainsi, on a déshumanisé les villes et produit ces villes de l'insécurité, notamment par la construction des grands ensembles, des zones pavillonnaires. Et on en est revenu. Seulement, entre-temps, ce discours de l'insécurité s'était installé, a été marchandisé aujourd'hui, tout simplement par toute l'économie de la sécurité. Et les premières à en pâtir, ce sont bien sûr les femmes, parce qu'elles ont intériorisé cette idée que la ville pouvait être dangereuse pour elles. Donc, dans les années 70, vous avez ici une affiche des années 70, des féministes disaient non, réappropriez-vous la ville. On sait que l'endroit le plus dangereux pour les femmes, ce n'est pas la ville, c'est leur domicile. Et les dangers viennent de leurs conjoints et de leurs ex-conjoints. Il est bon de le rappeler. À côté, le hasard veut, justement par rapport à la ville, que vous ayez déjà une contrecarte, alors que j'en parle à la fin. Une contrecarte, c'est quoi ? C'est une carte qui va s'approprier les pouvoirs inhérents à la carte. La carte, c'est une représentation du monde. Nous n'en avons pas d'autres, nous n'avons pas de co-vision de ce qu'est notre espace de vie. C'est une image, elle est puissante. Et puis, puisque nous avons affirmé qu'elle était scientifique, qu'elle était mathématique, qu'elle représentait l'espace euclidien, et que plus elle était exacte et plus elle était fiable, eh bien c'est cette conception occidentale de la carte qui s'est imposée partout, au détriment de toutes les autres formes, conception de l'espace et formes de représentation de l'espace. Et là, un simple atelier de cartographie ici à Paris, que les participantes, donc des ateliers collectifs, des personnes se retrouvent autour d'une thématique, qu'elles choisissent, je n'impose aucune thématique, je ne fais pas de la cartographie participative, la confusion est fréquente. Elles choisissent de parler de leur vie à la chapelle, à la porte de la chapelle, et expliquent pourquoi elles évitent les zones éclairées. Quand elles remontent cette avenue, je pense que c'est l'avenue de la Chapelle, je ne suis pas parisienne, elles évitent les zones éclairées. Pourquoi ? Parce qu'au pied des lampadaires, il y a des trappes, et dans ces trappes, les vendeurs de drogue, les dealers, cachent leurs marchandises. Donc elles passent à l'ombre des maisons. Donc une mesure assez répandue que toutes les municipalités mettent en œuvre d'éclairage des rues, dans le cas des femmes habitant à la chapelle, elles n'opèrent pas. Si on les avait consultées, ou si elles avaient eu un espace d'expression, celui que fournit la contrecarte, qui, elle, va permettre de mettre en image des données que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Pourquoi ? Parce que ça n'intéresse personne de savoir ce que ressentent les femmes de la porte de la chapelle. Ou alors parce que ce sont des
des informations gênantes. La contre-cartographie, elle a aussi une dimension géopolitique parfois, mais comme tout ce qui se passe dans le local impacte le global et réciproquement, tout est absolument transcalaire. Et si je vous propose de faire la carte de votre petit déjeuner, eh bien vous vous rendrez compte que les ingrédients qui s'y retrouvent, le café, le cacao, ont été produits dans certaines conditions, et nous évitons de nous questionner sur la façon dont ces produits ou services aussi ont été produits. Ça, c'était le deuxième exemple. Le troisième, alors, 3, ici. Les femmes intériorisent le dispositif patriarcal. Alors, elles ne se lèvent pas tous les matins en disant « bah oui, je suis une femme et je vais me comporter de cette façon ». Depuis le berceau, elles ont reçu d'autres jouets. Les petits garçons auront reçu des petites autos ou des balles, des jeux qui vont produire une autre représentation de ce que peut votre corps, de votre motilité, de la façon dont vous pouvez déplacer. Les filles seront conditionnées au care. Offrez un poupon à une jeune maman qui vient d'avoir un garçon. J'ai fait l'expérience. Ici, je vais bien le placer, le cylindre spatio-temporel. Alors en géographie, depuis longtemps, on a essayé de représenter l'espace au temps que le temps, et c'est très difficile. Et vous avez un géographe, Thorsten Hägerstrand, qui est suédois, spécialiste de la time geography, qui conçoit ce type d'aquarium. Donc là, c'est une reformulation par moi. Un aquarium, en bas, vous avez la carte, en haut également. Ici, vous avez une horloge et ici, les déplacements de 2 personnes. Alors, j'ai inventé un couple, Léa et Luc, qui se déplacent, qui sont à leur domicile ici. Le matin, Luc part amener un enfant à l'école. Léa a pris un congé parental et s'occupe de l'autre enfant qui est plus jeune, puis ira chercher le premier à l'école, s'occupera du second, ira faire les courses, s'occupera du parascolaire, etc., etc. Et le soir, le couple se retrouve à son domicile. Les féministes ont bien sûr reproché à ce type de représentation de ne pas parler de la charge mentale qui, dans ce cas, incombe à Léa. Moi, je trouve que ça en parle très bien parce qu'on voit bien qu'à la fin de la journée, elle a parcouru une distance beaucoup plus grande que Luc et sa journée aura été séquencée en petites minutes qui l'empêcheront de se construire émotionnellement et intellectuellement. Il y a de fortes chances que Léa, ayant subi ça, un jour elle divorce. Luc aura pu consacrer beaucoup de temps à sa carrière, Léa beaucoup moins, et elle se retrouvera appauvrie. Donc il y a un dispositif économique qui va jouxter le dispositif de conditionnement, de performation du genre, et que l'on peut parfaitement lire grâce à la cartographie dans l'espace. Et le dernier exemple, c'est un atelier, tout simplement, le 4... je ne renonce pas au plaisir de vous montrer une œuvre de Mad Meg, qui m'a donné l'autorisation de la reproduire dans ce livre, sur le patriarcat. Et bien sûr, et je pense que c'est d'actualité, c'est la maladie du patriarcat, avec le monde plein de bubons. Les bubons, ce sont bien sûr les guerres qu'il y a partout. Mais ce que je voulais vous montrer, c'est celle-ci. Donc, je fais beaucoup d'ateliers. J'en ai fait une 60aine à ce jour avec tout public. Ici, c'est avec des jeunes femmes, mamans ou enceintes à la rue, qui sont analphabètes, qui viennent d'Afrique subsaharienne, qui vivent dans un squat à Montreuil. Elles ont été déboutées de tout droit. Et malgré notre constitution, ici, il y a des enfants qui dorment à la rue. Ces personnes... personne n'est jamais allé les questionner. J'ai fait cet atelier avec Clélia Gasquet-Blanchard, qui travaille beaucoup sur le soin et le soin du corps. Ces jeunes femmes, je leur ai demandé d'écrire leur parcours, d'écrire leur biographie. Donc nous sommes assises autour d'une table. C'est devenu une très grande carte et chacune... comme dit, elles sont analphabètes, elles n'ont pas l'habitude d'écrire, donc il a fallu écrire pour elles. Chaque bulle représente un pays traversé avec un système de couleurs rouge et bleu. Rouge pour le danger, bleu pour la sécurité. Et elles ont commencé à raconter leur vie pendant toute une après-midi et ont commencé à greffer des informations de l'ordre intime, c'est-à-dire nous ont demandé des symboles. Comment est-ce que je vais représenter le viol ?
Comment est-ce que je vais représenter la prison? Comment est-ce que je vais représenter le moment où on m'a caillassé, où on m'a craché dessus, etc. Et plus le temps passait, et plus on se rapprochait de leur expérience intime, et elles ont fini par dessiner la végétation de leur pays d'origine, les plats qu'on mangeait dans leur pays d'origine. Et ici, on voit comment elles amorcent un dessin. Donc ceci, c'est la table qu'elles ont dessinée, avec les chaises, il y aura les chaises autour. Elles sont là, les chaises. Et à côté, il y avait leurs petits-enfants qui jouaient. Et elles ont dit, nous voulons dessiner nos enfants. Et pourquoi cet exemple, je vous le présente? Parce que dans notre imaginaire, et ça c'est vérifié à chaque fois, la migration, c'est une affaire d'homme. C'est le jeune homme, celui qui va occasionner les dangers dans l'espace urbain nocturne. C'est un jeune homme et ça va générer tout un imaginaire mobilisé par l'extrême droite et par la refascisation du monde en cours. Il faut savoir que 50% des personnes en migration sont des femmes. Et à la fin de l'atelier, elles nous ont dit « Mais personne n'est jamais venu nous poser la question de notre vie. Quand revenez-vous » Voilà, la contre-cartographie, c'est juste un exemple, mais ça sert à ça. Et dans le livre, vous expliquez aussi que le terme de contre-cartographie est un terme qui a été proposé par la sociologue Nancy Pelosi en 1995 et qui englobe donc la cartographie radicale, la cartographie critique, la cartographie engagée, la cartographie sensible, etc. Donc c'est un terme assez large. Volontairement. Voilà, volontairement. Oui. Donc vous parliez à l'instant de commencer à dessiner. Est-ce que commencer à dessiner, c'est déjà exercer son pouvoir d'agir Comment est-ce qu'on se donne la possibilité de commencer à dessiner en dehors des cadres que l'on apprend à l'école, que l'on apprend quand on fait une formation d'architecte, d'urbaniste, de paysagiste? Comment on passe à l'étape suivante? D'une part, de dessiner ses propres cartes, mais aussi d'inventer ses propres modes de représentation. Pour Alexandra Arène, je pense que ça s'impose. C'est dur de passer après là. Oh, j'ai plus le micro. Ah, du coup, on switch, c'est ça? Non, si, c'est bon. J'ai pas trop réfléchi, mais je pense que c'est une continuité, quand même. Finalement, on a l'habitude de manipuler, voilà, en tant que faiseur de plans, de manipuler des choses qui sont de l'ordre de la représentation, de la visualisation de choses qui n'existent pas, mais qui vont exister. Donc finalement, c'est un continuum. C'est juste s'attacher à regarder les choses différemment, faire un pas de côté, peut-être. Donc, je ne sais pas, c'est contre-cartographie ou alternative ou potentielle. C'est essayer de se dire comment on va représenter, par exemple, le tracé des mouvements des êtres dans une forêt, ou bien la trajectoire d'une particule dans le sol. Donc, voilà, essayer aussi... moi, j'ai plus travaillé, du coup, sur les non-humains, pour le coup, qu'avec des personnes humaines, mais essayer aussi de comprendre le trajet de l'eau. Donc, voilà, juste avec les mêmes outils, mais arrangés différemment, et questionner d'autres êtres, d'autres entités. Donc peut-être ouvrir aussi à une cosmopolitique, entre guillemets. J'essaye d'en parler un petit peu dans le livre, mais effectivement passer d'une vision peut-être anthropocentrique de la carte telle constituée avec les méridiens, avec l'histoire coloniale, en fait, aussi, comme tu l'as super bien expliqué, et inventer des alternatives. Enfin, je ne sais pas si ça répond, mais on peut commencer à débattre aussi. Alors, je pense qu'on peut passer aussi un micro à chacun et chacune, comme ça, vous pouvez... peut-être... Voilà, et peut-être celui-là. Pour si ça vous va. Pour rebondir tout oui, de suite, allez-y. Moi, ce qui m'intéresse là, dans le cadre du rapport à dessiner la carte, c'est aussi qu'aujourd'hui, la cartographie réutilise, et vous le savez certainement, des pratiques cartographiques longtemps effacées, longtemps mises de côté, qui sont en fait liées à des pratiques cartographiques non occidentales, où la carte n'est pas dessinée, la carte fait partie d'un système d'oralité, et donc la carte ne fonctionne pas sans la mise en récit. Ça peut être le soir, organisé dans un groupe spécifique, ou ça peut être lié
liées à un lieu particulier, que la carte est aussi, parfois, je pense aux cartes à Massalik du Groenland, elle est aussi pensée pour être transportée en kayak et donc elle n'est pas visible. C'est juste une manière de sentir les lieux avec les mains à l'intérieur du kayak. Ça peut être les cartes que tu connais bien aussi, les cartes micronésiennes dans le Pacifique, où tout l'enjeu de la cartographie maritime ne repose pas sur des lignes, sur des trajets attendus, entre guillemets, de navigation, mais sur le rapport à la houle, vous savez, sur le rapport, comment est-ce qu'on va accéder aux îles. Et aussi, on a énormément, mais ça c'est l'histoire coloniale justement, depuis le XVIe, on a beaucoup de récits d'occidentaux qui racontent comment ils ont été guidés. Et un des grands moments, un des grands médiums pour la cartographie, c'est la neige ou le sable. Vous avez un tracé au sol éphémère qui raconte quelque chose. Et l'autre aspect, et c'est les cartographies dites antispécistes, c'est-à-dire c'est comment aujourd'hui on travaille sur les manières dont les abeilles se représentent l'espace et comment elles vivent autour de la ruche, ou une magnifique histoire il y a eu un article dans Nature il n'y a pas longtemps sur, vous savez, les éléphants qui frappent du pied de la patte, je dis du pied, mais c'est une patte, oui. Ce qui frappe de la patte le sol, et les vibrations courent sur environ 3 à 5 km. Et donc, il y a un système de relation. Effectivement, aujourd'hui, dans la manière dont on aborde les contre-cartographies, c'est vrai que les héritages extra-occidentaux du passé ou les enjeux liés à d'autres espèces permettent de co-construire de nouveaux savoirs cartographiques. Donc, effectivement, c'est intéressant. Oui, je pourrais ajouter les cartes aborigènes. En fait, je les fais toujours écouter dans mes conférences. Ce sont des cartes chantées, des songlines, et qui retracent l'histoire de la création du continent australien par les divinités premières. Donc, en passant dans le paysage, elles font naître une rivière, une montagne, un bosquet d'arbres. Et ça, c'est transmis de génération en génération, c'est chanté, et on peut suivre leur tracé dans le paysage. Et aujourd'hui, c'est même transcrit en peinture. Pourquoi ? Parce que les Occidentaux n'ont aucune affinité avec ce type de cartographie. Donc les artistes aborigènes ont commencé à en faire des peintures à l'acrylique. Dont on parle dans le livre Le Chant des pistes, et aussi dans ce livre de Tim Ingold sur les lignes, dont le titre m'échappe. Une brève histoire des lignes, merci, et dont il parle également. Vous, Marc, vous avez parlé vous avez utilisé un terme dans votre livre que je n'avais jamais lu ailleurs. Vous parlez de la néogéographie. Et pour vous, c'est la pratique de la cartographie qui est libre, non professionnelle et amateur. Ce terme de néogéographie, quel est son lien avec la contre-cartographie finalement? C'est une pratique de la géographie, la cartographie. Je crois qui apparaît à partir des années 80, qui en fait est une sorte de réappropriation des outils cartographiques par tout le monde, si je puis dire, et pour des propos les plus variés. Et donc, c'est une pratique qui se revendique comme non professionnelle, amatrice, pour exprimer des choses parfois très quotidiennes ou militantes, ou tout à fait diverses et variées. Ce que je pense aussi, c'est que cette néogéographie, c'est souvent des notations sur des fonds de cartes constitués. C'est plus des notations, des délimitations, des parcours, des identifications, plus qu'une œuvre réellement graphique ou de création. Voilà. Disons, les progrès techniques ont fait que tout le monde utilise ses GPS et comprend la géolocalisation, mais en fait, ça met les gens en situation de consommation, de production guidée, de production de cartographie guidée. Ce n'est pas de la contre-cartographie, bien sûr, même si toute carte peut être une contre-carte. Mais ça comporte ce danger déjà d'une sémiologie appauvrie. Si les logiciels vous dictent les figurés qui seront représentés sur la carte, votre créativité, elle sera en manque, tout simplement. Et c'est parfois simplement des formes de notation. Et en fait, quand on parle de la multiplication des cartes, on s'aperçoit que c'est parfois le même fond de carte qui est réarrangé à différentes sauces. Et en fait, c'est la même carte. Et c'est pas la multiplication des cartes, c'est plutôt la même carte qui est agrémentée de façon différente.
et il n'y a pas, dans un certain sens, de multiplication de la cartographie. Oui, parce que vous dites dans votre ouvrage Spatioféminisme que le plus gênant finalement, c'est qu'en général, on n'a pas accès aux sources et aux données qui ont permis de construire les cartes elles-mêmes, et donc que finalement, on manque de recul sur à la fois les fonds de cartes et à la fois la manière dont les données sont... Et cela concerne autant les amatrices et amateurs que les professionnels Oui. et les décisionnaires politiques. Et je pense que là, le bas blesse vraiment, puisque les représentants politiques sont censés prendre des décisions à partir de cartes que leur proposent les cabinets d'architecture, les planificatrices et planificateurs aussi, et sont incapables de juger ni de la véracité, ni de l'opportunité, ni du contenu des cartes qui leur sont montrées. Alors, Marc Desportes, dans votre livre, vous parlez beaucoup des cartes qui sont au fond de nos poches, donc dans nos smartphones, mais vous parlez aussi des cartes utilisées par les journalistes, par la presse, dans les médias en général, en rappelant que l'utilisation des cartes dans les journaux date de la fin du 19e siècle. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce moment qui a vu la généralisation finalement des cartes un peu accessibles à tout le monde dans une visée, disons, d'information ? C'est lié aux techniques de reprographie plastique des cartes. Les cartes peuvent être insérées dans une planche d'impression j'ai oublié le nom de la technique exacte là, mais elles peuvent être intégrées dans une planche d'information, et du coup ça devient un support d'information important en complément de l'information littérale. Et la question est de l'exactitude des informations données, et en fait avec la multiplication des outils d'infographie actuels, souvent on assiste à des grossières erreurs. Alors il y a un bouquin de Marc Momonier qui recense à la fois les façons de faire mentir les cartes et les erreurs qui sont commises. C'est assez comique en un sens, mais cette facilité d'accès aux outils graphiques facilite des réappropriations qui ne sont pas toujours pertinentes. Alors Fabrice Aragonès, vous avez travaillé aussi sur les méridiens, on l'a vu, mais aussi sur le silence des cartes. Qu'est-ce que c'est le silence des cartes finalement ? Alors, ça dépend des époques. Mais le silence des cartes le plus connu, si on fait de l'histoire de la cartographie, c'est évidemment les limites de la connaissance géographique. Vous connaissez ces cartes anciennes, où on a, évidemment, c'est tout le concept des blancs de la carte, c'est-à-dire les zones qui ne sont pas connues par ceux qui produisent les cartes. Mais derrière les blancs de la carte et les silences de la carte, il y a aussi, évidemment, c'est l'exemple de la toponymie, c'est-à-dire c'est des toponymies traditionnelles qui vont être effacées. On a beaucoup de débats actuellement sur les enjeux toponymie. Vous savez que c'est des exemples très connus. Vous avez tous suivi peut-être cette actualité où Donald Trump, vous savez, a rebaptisé le golfe du Mexique en golfe d'Amérique, ou a débaptisé un nom traditionnel d'une montagne qui avait été redonnée par Obama. Il a ramené le nom de l'explorateur. Et en fait, parmi ces silences des cartes, il y a souvent, au cours à peu près du 16e au 20e siècle, il y a le fait que les informateurs locaux j'en parlais tout à l'heure, les informateurs locaux disparaissent, c'est-à-dire que la manière dont ils dessinent le monde, la manière dont ils le représentent, la manière dont ils en parlent, ne sont pas visibles sur les cartes produites. Parce qu'on va remplacer par des choses plus habituelles pour les Européens, une volonté de nommer, puisque quand vous nommez, vous vous appropriez aussi le territoire. C'est l'exemple, vous connaissez, sur la toponymie mondiale, et on parlait de néo-géographie, il y a des néo-toponymies qui sont très connues, la Nouvelle-Guinée, la Nouvelle-Hollande, la Nouvelle-Amsterdam, etc., etc. Vous savez, c'est de donner des noms de zones européennes partout dans le monde, et donc ça fait partie un peu de cette mise en silence des traditions. Et il y a d'autres modèles, évidemment, d'écriture cartographique qui mettent en silence certaines zones, mais on peut en parler pour les femmes, par exemple, on vient d'en parler. On peut en parler pour des zones qui sont peu habituelles, et donc, par exemple, considérées comme des déserts et représentées d'une manière où il n'y a pas exactement la même présentation. L'exemple le plus connu, je reviens sur le Groenland. Entre les cartographies traditionnelles inuites
Et la cartographie coloniale danoise du début du XXe siècle, eh bien, il y a beaucoup moins d'informations sur le niveau de la neige, sur la matière précise ou sur les cheminements possibles à travers différents campements. Et évidemment, parce que le regard danois n'est pas du tout le même et va avoir tendance à effacer les pratiques traditionnelles du... Mais tu peux rajouter peut-être quelques éléments. Oui, la question des toponymes illustre bien le pouvoir de la carte, puisque c'est le pouvoir dominant qui va procéder à l'effacement du précédent. Vous avez par exemple quelque chose que j'ai cité tout à l'heure à l'enregistrement de l'émission la Terre au carré, qui de jeudi prochain. On pourra vous entendre sur les ondes de Radio France jeudi prochain. Voilà. Les toponymes sont effacés en conservant, c'est le cas de la Palestine, en conservant la sonorité ancienne, tout simplement pour ancrer le nouveau lieu dans l'histoire. Ça en dit long sur tout ce qui se passe ailleurs. J'emploie volontiers l'image du palimpseste. On gratte l'ancien texte pour écrire par-dessus. C'est quelque chose de courant qui se fait absolument tout le temps. La carte, c'est l'outil du pouvoir hégémonique pour imposer sa vision du monde et expulser les autres de la carte. Vous souhaitez réagir, Marc ? Non, ok. Alors le temps passe et il est déjà 20h20 pile. Je vous propose, avant de vous passer le micro, de vous indiquer d'abord que Neptisoir organise avec le laboratoire médiation de la Sorbonne le grand colloque Troubles dans la cartographie, contre-cartographie et changement de paradigme, qui aura lieu en septembre 2026 avec des partenaires internationaux, l'IGN, la BNF, la Ville de Paris, et que le colloque est ouvert à des contributions à la fois pratiques et théoriques. Donc, si vous souhaitez participer, l'appel à communication est ouvert jusqu'au 1er novembre. Donc, voilà, sur Sciences Conf. Voilà. D'autre part que sur France Culture, la semaine dernière, Julie Gacon a consacré toute la semaine de son émission Culture Monde à une série intitulée Les cartes maîtresses du monde, dans laquelle vous pourrez réécouter Fabrice Argounès. Et pour terminer cette séquence, je vous propose qu'on tente et qu'on teste dans ce dispositif un peu expérimental, un petit book club. J'ai proposé à nos 4 invités de parcourir leur bibliothèque à la recherche de livres marquants qu'ils et elles souhaitent partager avec vous aujourd'hui autour de ces nouvelles écritures cartographiques. Donc l'idée, c'était simplement de tisser un réseau de livres qui nous accompagnent, vous accompagneront peut-être au-delà de la soirée. Et ensuite, on prendra quelques questions. Donc préparez vos questions. Et je propose très simplement à Neptisoir de commencer, puisque vous avez reçu votre pile, la pile que vous avez apportée avec vous dans le train, dans vos valises. Voilà, venant de Strasbourg, j'ai pris des petits ouvrages parce que ma bibliothèque est immense. Rennes Prat. En quelques mots. Voilà, en quelques mots, a produit des rapports ministériels sur l'égalité femmes-hommes dans la culture. 2 rapports en 2006 et 2009. Un tout petit ouvrage, exploser le plafond, répertorie, reprend tout son travail. Elle est son épouse qui est décédée aujourd'hui, Nathalie Magnan. Ce nom vous dit peut-être quelque chose. Elle est une des premières femmes en France à avoir saisi la dimension de ce qui allait arriver, c'est-à-dire de l'importance du numérique. Et vous trouverez en ligne un film qui s'appelle Sailing for Geeks, Sailing for Geeks. Voilà. Virginie Despentes, vraiment en tant que féministe, bien sûr, je connais les théories des gens très sérieux, et Virginie Despentes est sérieuse aussi, même si elle est sulfureuse. Mais je n'avais jamais lu King Kong Theory en entier, juste des extraits, et je l'ai, en revenant de Prades où j'avais un atelier dans les Pyrénées-Orientales, je l'ai lu en entier, et ça fait du bien. C'est une analyse justement de ce que les femmes vivent et ressentent et comment elles sont conditionnées. J'ai beaucoup critiqué l'architecture fonctionnelle et je dois beaucoup de mes réflexions à Chantal Deckmin, qui a écrit Lire la ville, que vous connaissez certainement, un ouvrage qui a eu beaucoup de succès et qui explique justement, qui part des exemples. Je pense qu'on peut beaucoup discuter d'avis et de théories, mais partir des exemples, avoir cette démarche de l'empirie, c'est quand même essentiel. Et son livre explique ce qu'on a fait à nos villes. Ensuite, j'essaie de valoriser
valoriser le travail des féministes, des géographes féministes, Raymonde Koutras, René, je mélange toutes les deux, Jacqueline Koutras, Raymonde Séchet, René Rochefort. Ce sont des féministes de la géographie sociale. Elles ont produit beaucoup d'ouvrages. Les femmes produisent beaucoup d'ouvrages collectifs, vous remarquez, mais aussi des articles, et sont très difficiles à trouver. Là, j'ai un article sous les yeux, Géographie féministe à l'ombre de la classe, de Raymonde Séchet, qui marie l'approche féministe et l'approche sociale critique. Lisez-les, c'est important. Sachez que les géographes féministes anglo-saxonnes avaient 20 ans d'avance et l'ont peut-être toujours, mais ne sont pratiquement pas traduites en français. On avait dit 3, mais bon. Mais ça ne vaut que pour 0,25. Et j'ai apporté quelques cartes, je pourrais les poser ici sur le podium, dont la célèbre carte de Notre-Dame-des-Landes, des cartes éditées par les éditions à la Criée, aujourd'hui encore, qui continuent à éditer, qui sont extraordinaires, qui comptent, ça c'est peut-être iconique, c'est la première carte connue de contre-cartographie en France. Merci beaucoup, et je vous propose très rapidement de traverser la bibliothèque de Fabrice Argounès. Alors moi, pour ma part, pareil, comme les petits, mais comme n'importe quel architecte devant un client, je me suis émancipé de la commande et j'ai fait un petit peu plus, et je m'en excuse évidemment, mais simplement, en plus, alors le premier, c'est le mien, alors c'est encore, je crois que c'est le pire possible. C'était interdit aussi. Mais c'était pas on parlait d'une expo, ça c'est une expo à Singapour, et j'en profite pour évoquer un bâtiment et qui est ici pour entamer la discussion avec l'architecture, que c'est un enjeu important. J'évoquais tout à l'heure, je vais très vite, les cités nombriles, comme Cusco dans l'Empire Inca, comme Ujjain en Inde, ou aussi des cités mandalas, c'est-à-dire, vous savez, vous avez des cités qui ont été pensées comme des mandalas, c'est l'exemple de Pékin par exemple, et les copies aussi au Japon comme Kyoto. Et en fait, on a un regard de l'urbanisme et de l'architecture sur le lien cosmographique avec le ciel ou avec la carte, et les bâtiments le ressentent aussi. Vous connaissez probablement Borobudur en Indonésie ou Angkor Wat, évidemment au Cambodge, qui sont des temples cosmographiques. C'est une architecture qui représente le monde. Et il y a également certaines architectures, alors je ne sais pas si on la voit très bien celle-ci, il y a quelques reflets, pardonnez-moi. Nous sommes à Varanasi, c'est-à-dire Bénarès pour les anciens noms, c'est comme Mumbai et Bombay. Et c'est un temple à Bharat Mata, c'est-à-dire à la mer Inde. Et tout l'enjeu, c'est la sacralité du temple est centrée sur une carte. La divinité, c'est la carte. Et la carte raconte évidemment là un rapport très spécifique de l'Inde à son territoire, jusqu'à le rendre, le territoire entier et la carte du territoire lui-même, jusqu'à le rendre sacré. Un autre exemple de la même manière, peut-être un peu moins loin pour une destination de vacances, c'est Amsterdam. Et Amsterdam, vous avez au milieu, là où je montre, c'est un catalogue du musée, vous avez, c'est peut-être pas la meilleure photo, pardonnez-moi, je crois que j'en avais, ah oui, là on voit un peu mieux. Vous avez ici, c'est le Palais Royal, mais c'était l'ancien hôtel de ville d'Amsterdam, et à la grande époque de l'impérialisme néerlandais, vous aviez l'idée que n'importe quel habitant d'Amsterdam puisse s'emparer symboliquement du monde avec la représentation des hémisphères. Là, on le voit peut-être un peu mieux. Des hémisphères, pardonnez-moi, il y a quelques reflets. Des hémisphères, et donc c'est de l'expérimentation à l'intérieur du bâtiment du regard hollandais sur le monde au moment où il domine évidemment les mers et la mondialisation. Et alors je me fais plaisir vraiment, mais je sais que vous me pardonnerez. C'est juste pour expliquer comment on représente le monde. C'est une vieille carte japonaise. C'est une carte de Kyoto. Je ne vais pas tout vous déplier parce qu'elle est un peu fragile. C'est une carte de Kyoto, et cette carte, elle raconte une autre manière de représenter le monde. Je vais essayer de la présenter un peu mieux ici. C'est-à-dire que les limites de la carte, c'est le paysage. Et donc, vous avez ici les limites qui sont représentées par les montagnes et pas par une stricte organisation. L'ensemble de la lecture de la carte est fait par rapport au palais impérial de Tokyo. C'est-à-dire qu'il faut tourner la carte pour lire l'ensemble des informations, et même sur les petites rues, je ne sais pas si on voit très bien, les quartiers, eh bien vous avez en fait, on tourne autour du palais de Kyoto pour pouvoir lire les différentes indications. Et ça, c'est une autre manière de voir le monde. Ça, c'est le deuxième de Meiji, c'est-à-dire 1870. Mais c'est des copies de cartes, c'était déjà comme ça au 18e. Et donc, à partir de cette représentation ancienne, c'est ça, s'émanciper aussi de notre regard habituel, c'est aller voir des expériences différentes de la carto.
Et le dernier, parce que c'est là aussi, mais vous me pardonnerez, évidemment. Bien sûr, on vous Là aussi, pardonnera. On n'a pas, J'espère que le public pas n'a assez pas trop de questions. embrassé, on n'a pas embrassé nos artistes qui travaillent avec les cartes et je les aime beaucoup. Et là, vous avez un exemple, c'est Ingrid Nwangi, qui est en fait une artiste, alors d'origine, pardon, kenyane, mais qui vit en Allemagne et qui montre comment est-ce qu'on peut s'emparer d'un territoire. Et là, elle porte la carte sur son corps lui-même. Et ça résonne aussi avec aujourd'hui tout un enjeu de ce qui est l'identité cartographique. Depuis peut-être que certaines et certains d'entre vous ont une carte autour du cou ou sur un de vos bracelets ou parfois un tatouage. Ou peut-être même, et là dans ces cas-là, venez me voir, si même vous avez tatoué sur vous des coordonnées géographiques, je vous accueillerai avec grand plaisir, hein, parce que c'est ce que j'aime beaucoup. Et je termine avec ce qui est là par terre devant. Je ne sais pas si on le voit, mais vous avez alors, dit comme ça paraît un peu modeste, mais je vous propose de nous retrouver au centre du monde en détournant, c'est pile nord-sud, là, l'orientation, en détournant qu'on soit, en fait, que la Cité de l'Architecture soit l'équivalent du méridien Greenwich pour une soirée. Vous avez jusqu'à 22h30 à peu près, où nous sommes au centre du monde, et je vous invite à venir, évidemment, l'observer, voir. Alors, on ne peut pas faire des selfies, on est obligé de faire un noseur-fee, c'est-à-dire qu'il faut photographier quelqu'un, que pour lutter aussi contre cette tendance. Voilà, je m'arrête là. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Alexandra Rennes. Alors, je commence par Anat Singh, Field Guide to the Pacha Anthropocene, mais je pense qu'il est aussi publié en français. J'ai la version anglaise parce que j'aime bien sa façon d'écrire en anglais. Pourquoi ? Parce que finalement, quand on veut faire de la cartographie, il faut retrouver du terrain. En fait, il faut procéder par enquête. Donc, c'est un livre où il y a plusieurs enquêtes ethnographiques, entre eux aussi dans des contextes naturels et sociaux, enfin différents. Donc tout ça pour dire que voilà, pour faire des cartes, on a besoin aussi de trouver de nouvelles notations et de nouvelles légendes en fait finalement, et voilà, repeupler un petit peu le monde par des entités qui avaient été invisibilisées. Donc je trouve que ce field guide, en tout cas, pour moi, il me sert aussi à ça, en fait, à refaire la connexion avec le terrain, à parler du terrain et à tout ce qu'on peut détecter comme nouvelles entités. La Terre habitable de Jérôme Gaillardet. Jérôme Gaillardet, qui est géochimiste à la base et qui s'est lancé dans l'écriture, qui a préfacé Gaégraphie, avec qui on collabore, et qui a écrit ce livre sur la zone critique, donc de son point de vue de scientifique, et de cette épopée un petit peu de constitution de la zone critique, avec voilà, des schémas aussi qui expliquent de façon un peu plus détaillée aussi comment fonctionnent ces grands cycles géochimiques sur Terre. Et enfin, j'avais apporté Comment atterrir, une boussole pour le monde qui vient, de Bruno Latour et le collectif, parce que là, il s'agit d'une expérimentation. Et je pense aussi, quand on essaie de faire des réécritures cartographiques, on a besoin d'expérimenter, de se tromper, de refaire, etc. Et donc ça décrit une aventure, en quelque sorte, où aussi on travaille avec des outils cartographiques, où on se respatialise dans un territoire, dans un espace, en fait. Il y avait une boussole tracée au sol, je voudrais que petit peu, mais une boussole tracée au sol, et la personne au centre va se redécrire, enfin, tous ces attachements aussi, par exemple, ce qu'ils veulent se détacher, par exemple, du café le matin pour savoir où est-ce qu'il vient, en fait, et se repeupler, en fait, aussi par rapport à voilà, des injustices qu'on peut avoir sur un territoire. Donc, c'est une expérimentation collective. Comme on disait aussi, on n'écrit pas tout seul, et voilà, c'est un peu... Merci beaucoup. Et pour finir, je vous propose de traverser la bibliothèque de Marc Desportes. Donc, j'ai choisi trois ouvrages. Un ouvrage qui m'a longtemps nourri, c'est le catalogue de cartes et figures de la Terre, de l'exposition de 1980 à Beaubourg. Elle avait été dirigée par quelqu'un qui s'appelait Jean-Louis Rivière et a participé à cette exposition toute une série de personnes, des écrivains, des techniciens, des sémoticiens, des militaires, des poètes, des psychanalystes. Et ça donne une richesse de points de vue incroyable. Et
graphiquement aussi, il y a des documents qui sont tout à fait étonnants. Donc c'est un point de référence de la richesse que peut couvrir la thématique de la cartographie avec tout son imaginaire, toute sa poésie. C'est vraiment extraordinaire. En pendant de cet ouvrage qui date de 1980, j'ai apporté un ouvrage qui a été dirigé par Jean-Marc Besse et Gilles Tiberghien, Opération cartographique, qui est un petit peu un travail comparable avec qui se base sur l'idée d'opération cartographique en référence à Deleuze et Guattari qui avaient distingué la carte et le calque. Enfin, il y a toute une justification de cette approche. Et c'est un ouvrage très intéressant qui multiplie les opérations donc, cartographiques et qui est un peu l'équivalent, l'écho du catalogue de 80. Bien, enfin, j'ai emporté un tout petit ouvrage, un texte d'Edmund Husserl que j'ai cité dans mon exposé, La Terre ne se meut pas. C'est un texte qui est très court, qui est fascinant, qui raconte par une expérience de pensée la façon dont on peut s'élever de la Terre et finalement à quel moment on quitte la Terre-sol pour participer à la Terre-corps, selon l'opposition que je mentionnais dans le texte. Et c'est un texte qui date de 1936. C'est l'époque où, effectivement, les programmes de fusées étaient développés en Allemagne. C'est les fusées V1 et V2, les missiles. Et tout ça parce que l'Allemagne avait été interdite de développer son artillerie par le traité de Versailles. Donc, elle s'était penchée vers le développement des fusées. Et donc, cette réflexion, en fait, est tout à fait inscrite dans l'histoire aussi. Je vous remercie toutes et tous pour ce partage. On est un petit peu à court de temps, donc moi je vais juste partager mes références que je ne vais pas commenter et que peut-être la technique pourra montrer. Et je vous propose de prendre quelques questions avant de poursuivre l'échange de manière peut-être un peu plus informelle autour d'un verre dans le forum. Vous pourrez parler, feuilleter les livres, les acheter, les faire signer si vous le souhaitez. Est-ce que quelqu'un souhaite poser une question ? Oui, monsieur. Merci pour ces présentations. Je trouve très intéressantes, à la fois d'un point de vue conceptuel, mais méthodologique également, en particulier la présentation de Madame Arenas. Mais en fait, à la fois, ça m'étonne beaucoup, parce qu'en quelque sorte, on parle de nouvelles manière de représentation, de nouvelle cartographie. On a fait référence au système d'information géographique, mais le système d'information géographique date des années 60. Et en particulier, c'est les architectes qui ont été à l'origine de beaucoup de systèmes d'information géographique. Et en particulier, ce qui m'étonne également dans la présentation, c'est peut-être l'absence de cas d'usage. Parce que finalement, dans l'utilisation de la cartographie, ce qui est finalement très important, c'est à quoi ça va servir cette cartographie. Et on voit qu'il y a des usages très différents, à la fois la navigation, l'exploration du territoire, les usages politiques, des partages, des définitions des zones, d'analyse, ce qui sont très bien illustrés au niveau du livre de Madame Arenas. Et je pense que c'est cette partie. Il y a encore une autre dimension, c'est le partage. Parce que lorsqu'on fait aujourd'hui de la cartographie, on est dans un contexte où il y a beaucoup d'informations, beaucoup de données qui sont disponibles. Et je pense que c'est là, effectivement, la dimension de la nouvelle cartographie, l'accès à beaucoup de données, en particulier données satellites. Et un autre sujet que... je pense, je voudrais avoir... Vous aviez une question en particulier Oui, c'est pourquoi ce manque de perspectives concernant les usages de la carto et pourquoi ne faire référence à la cartographie participative. Aujourd'hui, par exemple, on voit qu'on construit des cartes à partir du crowdsourcing, donc des gens qui peuvent fournir des informations pour faire des cartes, au niveau des systèmes qui également sont
partagé. Donc voilà, c'est Merci pour beaucoup de votre questions, beaucoup d'étonnements, question. mais merci finalement. Je pense que justement, on a parlé Très rapidement. voilà, très rapidement. Très rapidement. Merci. Et il nous faudrait quelques Merci. heures pour déployer nos Voilà. différentes recherches. Sur la cartographie participative, j'ai présenté l'histoire de la contre-cartographie à la BNF au mois de mars. Ça sera bientôt en ligne. Et pourquoi il y a un problème avec la cartographie top-down, venue d'en haut. Voilà. Mais je pense que toutes et tous, Descendante. nous sommes conscients des usages qui pourront être faits et nous aimerions bien vous les expliquer. Je propose une deuxième rencontre. Nous aurions envie de vous entendre chacun et chacune pendant une conférence individuelle, ça c'est évident, mais vous pourrez en tout cas lire le contenu complet de vos propos dans les livres. Est-ce qu'il y a une autre question? Une main se lève-t-elle en haut, en bas? Car il y a pas mal de monde en haut aussi. Oui, Oui, bonsoir. bonsoir. Moi, je voulais vous interroger en fait sur la disparition en fait des courbes de niveau dans la cartographie contemporaine, enfin la cartographie particulièrement celle sur smartphone. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on n'a plus de notion du dénivelé de manière cartographique. On n'a plus du tout cette dimension, et je voulais avoir en fait votre avis sur ce sujet. Marc Desportes, est-ce que cette question vous... Non, un point intéressant, c'est qu'autrefois, les lignes de niveau étaient en fait des lignes d'interpolation. Le dessinateur dessinait la ligne de niveau entre plusieurs points dont il avait les cotations. Donc, il y avait une implémentation d'une information complémentaire dessinée à la main. Aujourd'hui, on a des multiples points, et en effet, la ligne de niveau est moins n'est pas l'apport du dessinateur qui dessine la carte. Il y a une grande différence entre dessiner une carte, recueillir des données, les mettre en forme, implémenter les informations complémentaires, dessiner des bouts de frontières, des bouts de lignes qui manquent, les interpréter, donc ces données-là, et puis recevoir des masses de données dont on doit choisir la représentation finalement. Et la ligne de niveau ne s'impose plus comme de données graphiques. Au micro, s'il vous plaît. Oui. Excusez-moi, parce qu'on le voit dans les projets architecturaux, la relation des architectes à la pente, au dénivelé, elle est souvent catastrophique quand on fait de l'aménagement urbain d'espace public par la suite. Et c'est vrai même quand on achète aujourd'hui, enfin quand on est acquéreur d'un bien, on ne réalise pas forcément d'ailleurs sur plan que son bien est en pente. Donc je voulais savoir, voilà. Alexandra Rennes. Il y a beaucoup plus de choses qu'on ne regarde pas en fait aussi. Enfin, tout ce qui se passe par exemple dans le milieu souterrain, on ne va pas le regarder, on regarde souvent le cadastre. Et puis finalement, tout ce qui va être de l'ordre de la nature des roches, aussi de la pollution atmosphérique, enfin, il y a plein de choses qu'on élucide aussi volontairement dans nos systèmes de représentation. Donc c'est effectivement comment on ramène tout ça, qui vont être complexes. Enfin, il y a une certaine complexité aussi à vouloir amener le plus de choses possible dans une carte. Mais voilà, peut-être que c'est nécessaire aussi au vu de la suppression de complexité qu'on a aussi peut-être en ce moment. Sur l'usage je ne sais pas si je reviens un peu dessus, mais effectivement, c'est des recherches, je pense tous, qu'on mène depuis un certain temps. Moi, ce que je vois comme usage assez direct, c'est de connaissance en fait de cette zone critique. Et de ces cycles, en fait, parce que finalement, on connaît très peu, enfin, je parle aussi d'un point de vue architecte et urbaniste, sur la façon dont tout ça va s'éroder, comment le cycle des sédiments est pris en compte dans des projets, ou comment le cycle de l'eau, enfin, il y a tout un tas de connaissances, je pense, qui passent un peu à la trappe. Donc voilà, vraiment l'usage, ce serait aussi de reconvoquer ces connaissances, relier aussi disciplinairement avec les géosciences, pourquoi pas, en fait, dans nos enseignements, mais aussi dans nos pratiques. Donc voilà, c'est aussi faire ces ponts avec d'autres disciplines, peut-être. Juste un point par rapport à votre question. Il y a plusieurs aspects. Dans les cartographies en open source aujourd'hui, sur les circulations douces, est-ce que
certaines et certains sont venus en vélo, là, ici. Bon, bravo déjà, félicitations. Mais bravo aussi, évidemment. Mais il y a des informations beaucoup plus présentes aujourd'hui dans les cartes partagées pour la circulation parce que la voiture a eu tendance, et le GPS de voiture a eu tendance à écraser, par exemple, puisque le moteur thermique permet de compenser n'importe quelle côte, et donc l'effort par rapport à la côte est produit par le moteur. Par exemple, pour les applications de course à pied ou pour les applications open source pour les vélos, ces informations-là réapparaissent parfois parce que c'est l'effort. Vous avez vu la côte Chaillot? Bon, c'est l'effort pour monter ici. Et donc, il y a ça, on le revoit aussi. Et sur un autre point, moi, je vois aussi avec la cartographie militaire. La cartographie militaire s'intéresse énormément à l'altitude. Et donc, dans les coordonnées géographiques, longitude, latitude, altitude, vous avez raison, l'altitude est souvent off, sauf, je crois que Baidu Maps, le concurrent chinois de Google, permet, vous savez, pour la cartographie des villes en 3D, de repérer l'altitude à peu près d'un appartement, vous savez. Je crois qu'il y a un système pour certaines villes chinoises, Pékin, Shanghai, il y a des choses comme ça. Mais pour l'armée, et notamment aujourd'hui, je pense à l'Ukraine et les usages low-tech des drones low-tech, vous savez, russes, etc., ou ukrainiens, il y a tout un calcul pour les faire naviguer, vous savez, par rapport à l'altitude. Donc, c'est un enjeu stratégique majeur, et notamment pour cette guerre très spécifique des drones, qu'on voit apparaître, évidemment, notamment sur le terrain ukrainien, mais ailleurs aussi. Ah, oui. Est-ce qu'il y aurait une autre question? Je ne répondais pas moi en tant qu'architecte. Parce que vous avez déjà pris la parole. Est-ce que quelqu'un souhaite poser une dernière question dans l'Assemblée avant qu'on se retrouve de manière un peu plus informelle? Alors, une remarque très, très rapide. On vous écoute. Plusieurs remarques, mais alors, une peut-être, et puis vous une pourrez rapide. continuer. Je pense qu'en tant qu'architecte, effectivement, l'accès à l'information est capital. Lorsqu'on travaille dans n'importe quel projet d'architecture, on a besoin des données cartographiques de qualité avec une bonne précision. Et c'est ça ce qui manque aujourd'hui dans un accès fluide à l'information. Il y a bien sûr des données disponibles de l'IGN, mais le niveau de précision n'est pas suffisant, en particulier lorsqu'on a des projets dans des terrains très, très complexes. Mais après, il y a une autre réflexion, c'est quel est l'espace de liberté de l'architecte pour construire aujourd'hui dans un contexte où des règles d'urbanisme ou des fois des services d'urbanisme sont plutôt focalisés sur une vision pas moderne de la ville, donc trop conservatrice. Et je pense que c'est l'enjeu capital, la liberté de l'architecte dans un contexte où l'accès à l'information n'est pas assez important comme on le souhaiterait. Oui, Neftchi très rapidement. Ouais. C'est par exemple une des questions qui va être posée lors du colloque de septembre 2026, puisque les usagères et usagers de la carte ne maîtrisent pas tout le processus de création et en sont tributaires. Donc il y a beaucoup à faire et les questions se posent aujourd'hui, effectivement. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous de votre présence ce soir et on se retrouve dans le forum pour un petit verre. Merci beaucoup.